Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau Bonjour Algérie qui va s'intéresser à trois thèmes différents. Avec le Cercle des cardiologues de Constantine qui a tenu sa 9e rencontre annuelle. Et les sujets abordés, nous allons recevoir les docteurs Beguiret et Hamdi qui vont nous parler de ce qu'ils ont fait autour de cette rencontre scientifique. Ensuite, nous parlerons d'entrepreneuriat au sein de l'université, de la création d'emplois, mais en fin d'études. Et nous allons recevoir aussi deux enseignants, deux organisateurs de cette rencontre également scientifique, mais avec comme thème eh bien, l'entrée dans le monde de l'économie des étudiants après leur fin d'études. Ensuite, on terminera en littérature avec Keltoum Dfous qui viendra nous parler de son dernier livre. Et si je me trompe, La fille de trop, bon, c'est déjà un titre intéressant qui nous interpelle. On en parlera en fin d'émission. Mais sans plus tarder, eh bien, je vais d'abord accueillir mes invités. Bonjour messieurs, marhaba bikoum, merci d'être là. Docteur Walid Beguiret, vous êtes l'un des membres de cette association, le Cercle des cardiologues de Constantine. Marhaba bik, vous êtes cardiologue. Bonjour, merci bien, Monsieur Smaïl. Donc, d'abord, permettez-moi de me joindre aux membres du club des cardiologues de Constantine et à leur tête le président du club, Dr Amara, qui a un empêchement majeur. Donc, c'est vrai qu'il devait venir, donc c'est un empêchement de dernière minute. Donc permettez-moi de vous remercier vivement pour nous avoir invités et pour avoir couvrir donc notre événement annuel qui est donc le congrès du club des cardiologues de Constantine. Vous savez, c'est la moindre des choses quand il y a une rencontre scientifique, c'est nous aussi, on est un peu curieux, on essaie d'approcher les gens et de voir ce qui se fait et pour aussi être à la page. À vos côtés, il y a le docteur Hamdi qui est également cardiologue. Marhaba bik. Ibarak fik, marhaba bikum. Bonjour tout le monde. Merci monsieur Belkaidia de nous avoir permis de venir nous exprimer et d'expliquer à peu près le rôle du club des cardiologues de Constantine, qui est une association dédiée essentiellement à la formation médicale continue. Alors, très bien. Donc là, on va d'abord présenter ce cercle que l'on ne connaît pas, 3C, Cercle des cardiologues de Constantine. Alors, qui veut d'abord nous présenter sommairement ce club? Bon, le club des cardiologues de Constantine est une association non lucrative qui regroupe les cardiologues de la ville de Constantine et des alentours. Elle regroupe les cardiologues du secteur public et privé. Elle a l'idée de créer cette association a germé à peu près en 2010 ou 2011, suite à la rencontre de deux cardiologues amis, le docteur Amara et le docteur Belbali. L'idée a été concrétisée sur le terrain. En 2012, on a créé cette association. Et depuis ce temps, on œuvre pour la formation médicale continue des médecins spécialistes et également des médecins généralistes. Alors vous tenez une rencontre annuellement, c'est ça? C'est chaque année avec des thèmes différents. Oui, chaque année, on fait d'abord un congrès national qui est un grand congrès qui fait en général entre le mois d'octobre et le mois de décembre, mais également on fait des rencontres, on va dire de petit calibre, mais qui regroupent également soit des spécialistes ou des médecins généralistes pour améliorer la mise à jour des connaissances des médecins de la région de l'Est. Alors l'objectif premier, c'est ça, c'est une mise à jour régulière, s'informer. Oui. Et surtout peut-être échanger des expériences. Donc c'est ça, docteur Beguiret. Oui, effectivement, donc notre premier souci, c'est la formation médicale continue. Comme vous le savez, la médecine avance à grands pas. Des progrès indéniables ont été enregistrés en matière de prise en charge des patients, en matière d'exploration, de diagnostic et de prise en charge. Et donc, il faut toujours essayer de mettre à jour nos médecins, que ce soit nos médecins spécialistes cardiologues ou même les médecins généralistes. Vous savez bien que la cardiologie et les pathologies cardiovasculaires restent responsables de mortalité importante dans le monde entier et l'Algérie n'échappe
pas à cette règle. Donc c'est pour cette raison-là qu'on est là en train d'essayer de faire cette mise à jour régulière et continuée pour améliorer les connaissanses de nos médecins et donc par conséquence la prise en charge de nos patients. Voilà. Mais comme la HTA, l'hypertension artérielle et la première maladie en Algérie, ça s'est diagnostiqué par la caisse d'assurance, donc vous devez avoir du boulot, c'est du travail. Ah oui, oui. Donc l'hypertension artérielle reste une pathologie très importante. Premièrement, par sa fréquence, puisque c'est une pathologie très fréquente. Plus des tiers des Algériens sont hypertendus, les études l'ont prouvé. Deuxième chose qui est aussi importante, c'est il y a beaucoup de malades qui sont méconnus. Donc il y a des malades hypertendus sans le savoir. Donc ouais, ça c'est les cas les plus dangereux. Voilà. Donc notre rôle comme médecin, c'est vrai de traiter l'hypertension artérielle, mais il faut aussi faire le dépistage. Et ce dépistage passe en particulier à travers les médecins généralistes. Pour cette raison-là, qu'on insiste sur la formation des médecins généralistes. Donc, en plus de cette fréquence de l'hypertension artérielle, il y a sa gravité. Donc, oui, les conséquences. Les complications, donc, comme vous dites. Voilà, c'est un facteur de risque cardiovasculaire très important. Donc, responsable, comme je l'ai déjà dit, d'une morbimortalité importante, mais aussi d'une hémorragie financière très importante. Sur le plan financier, c'est coûteux, et pour la Caisse nationale, pour l'État donc, pour l'économie nationale, puisque un malade ne peut pas donner la plénitude de ses moyens, et en même temps pour les malades, donc ce qui fait... Donc là, c'est important, on a évoqué une maladie, mais il n'y a pas que l'hypertension. Les maladies cardiaques sont... Alors, juste si vous le voulez, on va juste aller au congrès, savoir ce qui s'est passé. Nous, on était présents, mais nos amis téléspectateurs n'étaient pas. Donc, voilà ce qui s'est passé un peu durant ce congrès qui a duré 3 jours quand même. C'est important. Ce n'est pas seulement une journée, mais c'est 3 jours. C'est le 9e congrès du Club des cardiologues de Constantine. Cette année, la thématique elle est très variée. Nous allons aborder beaucoup de thématiques. L'insuffisance cardiaque, la pathologie coronaire, la rythmologie, la cardiologie, l'imagerie cardiaque, etc. Cette année, nous avons fait un congrès en association, bien entendu, avec la société mère, la Société algérienne de cardiologie, mais également la Société algérienne de rythmologie, la Société algérienne des cardiopathies congénitales et structurelles, la Société algérienne de cardio-oncologie. Nous avons reçu également des collègues tunisiens de Sfax, un bon groupe, mais également des experts étrangers. On a animé un atelier d'échographie cardiaque fœtale. Donc c'était très interactif et très intéressant, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Le but, c'est d'avoir une idée sur le cœur fœtal quand il est normal, mais surtout quand il est pathologique, quand il y a des anomalies. Et de pouvoir détecter ces anomalies-là, ça permet d'améliorer la prise en charge des enfants après la naissance. Et puis l'interaction avec les médecins, les commentaires, les questions-réponses, c'est un vrai enrichissement pour moi et un vrai plaisir d'être ici. Participation de plusieurs sociétés savantes, algériennes et internationales, avec nos amis surtout tunisiens qui sont présents avec une forte délégation. Des Européens, des Français. Et bien sûr, l'objectif essentiel de ce programme, c'est d'avoir une actualisation, donc les données actualisées de la science, où est-ce qu'on en est dans de nombreux domaines comme la cardiologie pédiatrique, la cardio-oncologie, l'angioplastie, etc. Alors ici, on va parler surtout de la médecine vasculaire, on va parler des traitements endoveineux pour le traitement des varices, mais aussi pour le traitement de l'artériopathie. Donc, grosso modo, moi je suis médecin vasculaire, donc je suis là pour parler un peu des nouveautés de ma spécialité.
ce genre d'événement nous permet de changer nos informations, les dernières recherches scientifiques sur le domaine de la cardiologie. C'est la 9e édition de notre congrès national. Vous savez bien que la médecine elle est en train d'évoluer, et en particulier la cardiologie, raison pour laquelle notre club insiste sur la formation continue pour améliorer la connaissance de nos médecins et par voie de conséquence améliorer la prise en charge de nos patients. Voilà, je crois que le mot d'ordre, c'est vous avez bien conclu, c'est améliorer les connaissances et surtout pour une bonne prise en charge des malades. Là, c'est le congrès, quand on voit, c'était quand même assez intéressant. Il y avait beaucoup de monde et il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu beaucoup de monde et sincèrement, on a été étonnés du dévouement d'abord des participants, car c'est surtout les conférenciers étrangers, que ce soit les Tunisiens, les Français, ont toujours une charge de travail qui est très importante, mais qui ont accepté de venir pour animer, que ce soit les ateliers ou les communications, malgré des périples incroyable pour venir, mais bon, des gens qui prennent à peu près 24 heures pour arriver à la ville de Constantine et qui sont venus en toute sympathie, mais également je tiens à saluer le dévouement des médecins qui étaient présents, que ce soit des médecins spécialistes ou cardiologues. On a constaté que jusqu'à la dernière minute, jusqu'au samedi à 17h, les salles étaient pleines. Malgré qu'on avait plusieurs thèmes dans différents endroits, c'est la première fois que l'on fasse ça, c'est à la forme des grands congrès. Oui. Ce n'est pas uniquement une seule salle, un amphithéâtre où les communications sont présentées, mais on a eu des ateliers dans d'autres salles. Vous avez parlé, ce qui est bien, c'est que les ateliers avec des exemples concrets, et c'est ça qui était bien. Avec des tests, des examens sur des patients fictifs, mais c'était des examens réels. Et chaque médecin pouvait rentrer dans la salle qui l'intéressait. Et sincèrement, c'est une chose qui est excellente. On sent quand même que vous êtes sorti à la fin du congrès avec beaucoup de connaissances. C'est vrai que vous ne sortez pas les mains vides, on va dire. Vous sortez bagage plein. Oui, je pense que ce fut un congrès réussi pour nous. Bien sûr, cette réussite est due à la participation de tout le monde, des différentes sociétés savantes, et en l'occurrence, je cite la Société algérienne de cardiologie, la Société algérienne de rythmologie, la Société algérienne d'oncocardiologie, la Société algérienne de cardiopathie congénitale, et l'amicale des cardiologues et des chirurgiens cardiovasculaires de Sfax. Et là, j'ouvre une parenthèse pour nos amis tunisiens qui ont été en force à ce congrès. Pratiquement, il y avait 9 orateurs qui sont important quand même, très importants, qui sont venus, et on les a accueillis à bras ouverts. Et cela témoigne des liens de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples. C'est vrai, cette réussite est liée à la participation de ces intervenants, mais aussi au nombre important de participants, et à l'échange riche entre participants et intervenants qui a permis justement que ce congrès soit réussi. Alors, pour qu'un congrès soit réussi, il faudrait qu'il y ait des interventions de qualité. Et là, c'est vrai, on parle de cardiologie, mais quand je suis venu, j'ai trouvé plusieurs spécialités là. J'entends le mot rythmologie, cardio, je sais pas. J'ai la dame qui s'occupait aussi du dépistage des maladies cardiaques chez les enfants avant la naissance. Ça, c'est important. Ça démontre qu'on a évolué énormément. Oui, et ça, c'est l'évolution de la médecine moderne. On trouve des sous-spécialités dans la même spécialité. Pour optimiser la prise en charge des patients, il faut que le médecin spécialiste s'occupe
d'une partie bien précise. Parce que, comme vous avez vu que le congrès s'était diversifié, la prise en charge du patient cancéreux n'est pas la même comme le... oui, c'est vrai, là, oncologie et cardiologie, ça c'est une spécialité que je ne connaissais pas. Et ça, c'est l'évolution moderne. Et c'est le rôle de ces rencontres, de ces journées, des ateliers qu'on fait, c'est pour que les médecins, d'abord algériens, mais pour nous, essentiellement les médecins, les cardiologues de Constantine et des autres spécialités à Constantine soient toujours à la page pour qu'ils peuvent améliorer la prise en charge de leurs patients. Et là, on a vu quand même, comme vous m'avez présenté, quelqu'un qui est spécialiste du rythme le rythme cardiaque, c'est s'intéresser. Là, c'est vraiment une spécialité pointue. Oui, c'est une spécialité pointue et c'est une spécialité qui est en plein essor et en pleine évolution parce que actuellement, les troubles du rythme sont traités également d'une manière invasive. Avant, c'était uniquement des traitements par voie orale ou injectable. Maintenant, la rythmologie a évolué énormément et c'est une spécialité qui est en train de s'imposer par elle-même. Alors, ce qui est bien, docteur Guéret, c'est qu'on a vu des étudiants en médecine qui sont venus, qui étaient très, très intéressés. C'était eux, pratiquement, les plus avec c'est ça? Oui, effectivement, ce congrès a essayé au maximum de toucher donc l'ensemble du corps médical. Il y avait des communications de très haut niveau destinées bien sûr aux cardiologues avec ces micro-spécialités. Il faut savoir qu'on a fait plus de 10 sessions. D'accord. Et la nouveauté cette année, c'est justement 2 sessions particulières. La première session, c'est ce qu'on a appelé la session des cardiologues jeunes, d'accord. Donc c'est les nouveaux cardiologues qui ont on a dédié à eux une session pour leur apprendre les premiers pas, pour guider. Et on était entre parenthèses étonnés, non, mais la qualité de leur présentation, elle était très importante. Ils étaient très brillants. Les étudiants, il faut dire qu'on a une bonne, contrairement à certaines idées préconçues, nous avons une bonne formation médicale. Effectivement. Il faut le dire. Effectivement, il faut le dire. Il faut insister sur l'excellente formation que reçoivent les médecins à la fin de leur cursus. Bien sûr. Donc des efforts indéniables qui sont en train de se faire maintenant pour améliorer le niveau de nos étudiants. Et il y a eu une autre session particulière, c'est la cardiologie pour tous. Là, on sort du domaine très spécialisé et on sort vers les étudiants en médecine, vers les médecins généralistes. Et on a abordé plusieurs thèmes tels que l'hypertension artérielle, les syndromes coronariens, la conduite à tenir devant une dyslipidémie, etc. Et justement, ces médecins généralistes sont sortis avec un certain bagage que j'estime très important. Peut-être qu'ils n'auront pas dans les cours qu'ils reçoivent, ou peut-être ils ont eu des connaissances quand même de qualité, et peut-être qu'ils ne pourront pas avoir ailleurs. Ça, c'est bien d'échanger les expériences avec les autres. L'avantage de telles rencontres, c'est beaucoup plus de rapporter un aspect pratique. Dans la formation, dans le cursus, il y a beaucoup la théorie qui prime sur la formation du médecin. Dans de telles rencontres, il y a des échanges entre d'abord les médecins qui sont présents et un échange direct entre le présentateur et les gens qui y assistent. Donc ça améliore énormément le côté pratique et c'est très important pour la pratique quotidienne pour nos patients. Oui, de votre métier qui est parce que c'est vrai que peut-être qu'en tant que cardiologue, vous avez le plus dur métier, la plus grande spécialité, c'est de s'intéresser au moteur. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui ne s'arrête pas. C'est vrai que on s'inquiète un peu, le cœur ne s'arrête jamais. Il ne se fatigue pas. Si, avec les années, il se fatigue quand même. Il se fatigue. Malheureusement, c'est une fatalité. Comme tous les organes nobles, on essaie d'améliorer, d'abord, si c'est possible, de diminuer la mortalité, mais surtout d'améliorer la qualité de vie de notre population. J'espère qu'on y arrivera un jour. C'est vrai, donc, dans de telles rencontres scientifiques, des congrès, c'est pour les gens spécialisés, mais pour le commun des mortels qui nous regardent, on utilise des mots, ça doit être du chinois, qui ne vont pas comprendre. Nous, cardiologues, rythmologie, mais on comprend quand même qu'il y a une relation
entre votre spécialité et toutes les autres spécialités comme le diabète, la rhumatologie et surtout l'oncologie. Ça, c'est important de débattre de ce genre de relation entre spécialités. Comment vous arrivez, vous, à une interactivité entre spécialités? D'abord, heureusement qu'on se connaît avant même... Vous avez fait des études ensemble. De la même manière. Et quoi qu'on dise, il y a au niveau du corps médical ou paramédical une volonté réelle d'améliorer la prise en charge des patients. Les querelles sont exceptionnelles. Même quand il y a des querelles entre les spécialités ou les médecins, c'est dans l'intérêt du patient. C'est des querelles scientifiques. On n'est pas d'accord sur telle prise en charge, mais sans animosité, c'est ce que j'ai compris. Le plus souvent, on va dire qu'on est des amis sur le terrain. Non, mais c'est vrai que de la discussion jaillit la lumière. Alors, moi, je vais dire peut-être quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais moi, je regrette qu'il n'y ait qu'une seule rencontre par an. Non, justement, ça c'est le congrès national. D'accord, donc c'est un congrès annuel qui se fait chaque année, mais au cours de l'année, on fait plusieurs actions, donc destinées soit aux médecins généralistes ou aux spécialistes. Cette année-là, on a fait des ateliers de vasculaire et là, on insiste sur ces ateliers pratiques parce que c'est vrai, c'est bien d'avoir des connaissances théoriques, mais vaut mieux que ces connaissances théoriques soient renforcées sur le plan pratique et savoir exercer cette médecine sur actuellement des appareils qui sont plus développés, etc. Et donc, l'important, c'est vrai, c'est de faire un congrès annuel qui est très grand. C'est bien, qui réunit tout le monde et même avec des connaissances. Tout le monde, mais on a des journées thématiques, soit ici à Constantine, soit vous vous déplacez quand même. On se déplace. Donc les membres du club se déplacent pour faire Pourquoi moi je vous dis ça, mais je pense par exemple au médecin qui est à Ras Loued ou qui est à Biskra ou qui est là et qui peut-être n'a pas la même chance que les médecins qui sont à Constantine et qui peuvent venir pour partager ses expériences et surtout apprendre. Oui. De toute façon, on se déplace. On s'est déplacé à certaines régions telles que Skikda, El-Bouaqi, Ain el-Bayda, Betna, d'accord. Oui, et pourquoi pas faire d'autres... Non, j'ai cité comme ça deux exemples. D'autres régions, oui. Voilà. Justement, notre objectif, c'est de toucher à ces régions de l'Est, en particulier, pour améliorer justement les connaissances de tous nos médecins, quel que soit l'endroit où ils sont. Donc, on peut dire que la cardiologie se porte bien? Alhamdoulilah. Ça va? Alhamdoulilah. On espère améliorer encore le niveau des médecins, améliorer la prise en charge, mais pour le moment, alhamdoulilah. Non, mais surtout qu'il y a l'appareillage. Maintenant, vous avez les moyens de diagnostic qui sont meilleurs qu'il y a par exemple 30 ans ou 40 ans. Oui. Vous avez l'appareillage qui est bien. Il y a une prise en charge qui s'améliore de jour en jour. Et on espère encore être à la page pour atteindre le niveau des pays européens, on va le dire, qui restent la référence pour nous. On espère y arriver un de ces jours, Inch'Allah. Mais en termes de médicaments, les traitements aussi ont changé? Oui. Certainement, c'est surtout on a, comme je l'ai déjà dit, donc il y a toujours du développement de la médecine, du traitement, etc. Et là, je souligne en particulier aussi l'évolution au niveau du CHU de Constantine, service de cardiologie, où nos amis cathétériseurs, avec le professeur Benchabi et Dr Rouati, qui sont en train de faire des progrès importants. Ils sont en train même de faire maintenant de l'angioplastie primaire, n'est-ce pas? L'angioplastie primaire, ça veut dire quoi? C'est déboucher les artères coronaires et placer un stent même à minuit. Qu'ils le font avec une facilité déconcertante, c'est ça qui est bien. Oui. C'est que maintenant on peut facilement. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on a aussi la clinique de Munchikou qui est spécialisée pour la cardio. C'est avoir quand même un petit hôpital spécialisé dans votre spécialité, c'est bien. Oui, effectivement. Voilà. Alors, on va en profiter bien sûr parce que de la présence de deux cardiologues pour essayer au moins d'éclairer. Là, on a terminé avec le congrès. Bon, peut-être le prochain congrès, ça sera l'année prochaine. Ou est-ce que vous avez une rencontre avant On a programmé des rencontres en cours d'année, mais ça, c'est beaucoup plus des ateliers et des tables rondes pour la formation médicale continue pratique.
Mais sinon, ce sera l'année prochaine. L'année prochaine, Inch'Allah. Très bien, mais sinon, voilà, comme on parlait au début de l'émission, comme la maladie la plus répandue ici en Algérie, c'est la HTA, l'hypertension artérielle. Donc, voilà, à quel moment le simple citoyen doit un peu s'inquiéter, doit voir, et quand est-ce qu'il reçoit les premiers signes qu'il est peut-être malade. Voilà, donc comme je l'ai déjà dit, le problème de l'hypertension artérielle dans le monde entier, c'est pas le problème de l'Algérie. On parle de notre pays. Voilà, c'est le dépistage, parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont hypertendus sans le savoir. Donc c'est pour cette raison-là, il faut insister sur la prise de tension artérielle de temps en temps, d'accord ? C'est-à-dire... Même si, vous savez, la prise de tension, des fois, elle monte, elle descend, elle nous inquiète, des fois on a des battements, bon, je sais pas... Oui, maintenant, la prise, elle va se faire chez le médecin généraliste. Bien sûr, parce que, comme on est en train de discuter avant donc, l'émission, on a tous un problème de côlon ou un problème... Bah oui, surtout de côlon. Et on va consulter chez un médecin généraliste. Donc, la prise de tension, elle est déjà importante chez le généraliste. Et en cas de suspicion d'une hypertension artérielle, il faut toujours faire ce qu'on appelle une automesure ou une MAPA. C'est-à-dire là, c'est soit que le patient va prendre sa tension pendant plusieurs jours, soit une mesure en ambulatoire de la pression artérielle, donc qui est un appareil qu'on pose pour poser le diagnostic de l'hypertension artérielle. Mais il faut aussi s'inquiéter devant certains symptômes, et en particulier les maux de tête, donc les céphalées. Très bien. Donc, il faut Mais c'est pas parce que j'ai mal à la tête que j'ai la tension. En général, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, docteur. Mais c'est la première étape devant des céphalées, il faut vérifier sa tension. Voilà. Un flou visuel, il faut vérifier sa tension. Des bourdonnements d'oreilles, il faut vérifier sa tension. Le plus souvent, ce n'est pas des chiffres tensionnels élevés, mais c'est ça le dépistage. Le dépistage également, il y a plusieurs acteurs qui y participent. Il y a les infirmiers qui font des soins, n'importe quel soin, une injection intramusculaire, ils peuvent prendre leur tension. Il y a un rôle important des pharmaciens également. Le patient se confie plus facilement à un pharmacien qu'à son ami. Malheureusement. Malheureusement, je le dis bien malheureusement parce que j'ai vu moi je dis client, mais parce que qui va à la pharmacie va acheter des médicaments et il demande j'ai mal à la tête, qu'est-ce que vous me proposez? Ça, c'est pas bien. Non, l'automédication. C'est pas pour l'automédication, mais pour le dépistage. Pour le diagnostic, c'est autre chose. Mais pour le dépistage, les pharmaciens pourraient jouer un rôle prépondérant pour le dépistage des patients qui consultent pour des raisons diverses. Et surtout ne pas se fier à ce genre d'appareil où on vous dit testez vous-même votre hypertension. Il vaut mieux voir. On doit prendre la tension d'une manière qui est correcte et qui est bien codifiée avec un appareil électronique en position assise, le membre qui doit être bien posé sur la table. Et au repos et non pas dans un endroit qui est calme, etc. Voilà, et surtout faire très attention à ce que l'on mange. Bien sûr. Effectivement. Bien là, vous êtes en train de parler de la prévention cardiovasculaire. La prévention cardiovasculaire. Donc, les mesures hygiéno-diététiques sont très importantes. L'activité physique aussi, donc il faut insister sur le Il faut trouver d'abord le temps de faire du sport. Voilà, il faut essayer de le faire quand même. D'accord. Et donc, vous l'avez dit auparavant, donc, le risque cardiovasculaire augmente avec l'association de plusieurs pathologies, diabète, hypertension, obésité, etc. Donc il faut essayer toujours de combattre cette bande de criminels, entre parenthèses, pour ne pas arriver justement à la maladie cardiovasculaire. Et surtout, alors quand on dit faire du sport, c'est pas fatiguer le cœur, c'est faire du sport parce qu'on a des fois tendance à fatiguer le cœur sans faire du sport. Non, donc il faut, c'est faire du sport avec des moyens simples d'abord, adaptés à la personne. Ne pas faire du sport intensif, c'est destiné à des gens qui sont des professionnels. Il faut se prendre en charge, mais d'une façon prudente. Et surtout, voir un médecin avant d'aller faire du sport. Et c'est très important de voir son médecin. Allez, on arrive à la fin. Peut-être un mot avant de nous quitter, un mot de fin, Dr Hamdi. On a été très honorés par votre invitation. Allah, le plaisir est pour moi. On a été très contents de vous voir sur notre congrès et on espère toujours vous revoir en très bonne humeur. Voilà, je vous remercie vivement
pour l'invitation et je remercie les différents acteurs qui ont mené au succès de notre congrès. Je dis bravo à tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, moi je vous remercie et puis nos salutations à tous les cardiologues que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, mais c'est toujours bien, il y a des comme ça, donc parce que vous vous réunissez, vous échangez vos expériences et surtout, c'est au bénéfice du malade et je crois que c'est ça l'intérêt, c'est prendre en charge de la meilleure manière possible le malade. Merci. Mes deux amis, j'espère que nous allons, Inch'Allah, on va essayer de transiter, voilà, on va changer de sujet, mais rester aussi dans un intérêt scientifique, parce que parler de l'entrepreneuriat, justement dans le domaine de management et l'architecture, essayer un peu d'aider les étudiants à sortir et à entrer dans la vie active, à sortir du cursus universitaire et entrer dans la vie économique. Mais cela passe par des idées innovantes. Et là, on va juste transiter avec un sujet qui est très intéressant et qui pourrait peut-être donner des idées aux jeunes étudiants, aux start-up. Pourquoi pas essayer de regarder les personnes handicapées avec cet office qui est l'ONAF et qui fabrique des appareils pour handicapés. C'est bien de voir ce qu'ils font et les évolutions sont extraordinaires. Regardez, ça peut donner l'idée pour quelqu'un de choisir une spécialité. Et le reportage est de Amina Batoche. ونستقبلوا يوميا تما مختلف تما الأجهزة خصوصا من المستشفيات ومن القطاع الخاص. وعندنا الأمراض كما هذا الشيخ اللي شفتوه عندنا الأمراض المزمنة هذيك السكر وما تبعها تما البطر تما نقوموا بالتكفل وهذا لو طو كاين شويه طالع تاع تما سيرتو مرض السكر تما وين كاين ان طو وين تريزيرفي ومن بعد يجوا امراض تما لي زاكسيدون سيركيلاسيون تما حوادث طرقات ثاني تخلف تما مرضى وين يتم بترهم. نقوم بتجهيز معظم المرضى كيلكو سوا تما لو دياغنوستيك دو باسيون. طريقه تما الملفات في ظرف وجيز وهذا لتمكين الاشخاص من يعني الاستفاده من الجهاز في اقرب الوقت. الرقم انا اللي سمحت لنا باش يعني نتكفلوا بهذا بطريقه يعني علميه. داروا لي قاسوا لي ومن بعد روحت كي بديت الصباط جيت انا 8 ايام وجيت ما طولوش. انا الحمد لله قايمين بينا والله الحمد لله يا رب العالمين. كاين متابعه ما يركبوك لابروتيز كاين متابعه والحمد لله ما شاء الله يقوموا بالانسان وكاش ما تكون ناقص والله يعالجوهم. هذه الألياف الكربونية تساعد على الخفة بالنسبة للمريض. المريض يعود يبذل تما جهد يعني قليل. بار كونتر لي بروتيز من قبل كانوا كلاسيك اون بوا اون كلاسيك وهذاك تقال على المريض. ثم دركا دخلنا تقنيه جديده هذه هي الالياف الكربونيه والركبه الهيدروليك وكاين لو بي ريستيتيسيون انرجيتيك تما وين المريض يبذل تما جهد يعني قليل وهذا لو بي يساعدو باه يتمشى في احسن ظروف. التقنيه الجديده تما الجنو هذا ما يقدر حتى يصلي به. جميع الحركات اللي يطويها
ويقدر يكسلها مليح يطويها نورمال. لا بروتيز باش تبدل جينيرالمون عندها 3 ans مي افيك لا ليفولوسيون تاع الموانيون سا ديبون قادر يزيد ينقص الى الدروا باش نديروا له اون ريباراسيون تاع لا بروتيز. Voilà, des idées innovantes qui peuvent donner des idées, voilà, des sujets, des thèmes pour les jeunes étudiants qui sont en fin de projet. Parce que c'est là l'intérêt de ce deuxième plateau qui va s'intéresser aux jeunes étudiants en fin de cycle. Alors je reçois le professeur Boudmer Sassi Souad, je ne me trompe pas? Oui. Vous êtes la présidente du laboratoire qui a organisé le colloque scientifique tenu récemment à l'université Saleh Boubnidar de Constantine. Oui, voilà. Exactement. Colloque international. Oui. Et à vos côtés, l'organisateur, le président du comité d'organisation, qui est le docteur en management, en économie, pardon. Oui, en économie. Vous savez, moi je confonds toujours l'économie, le management et la gestion. On va essayer d'apporter. Merci pour l'invitation. Alors, d'abord, puisque apparemment c'est une rencontre régulière aussi là, c'est la 3e édition. Ce n'est pas la première, et chaque fois vous essayez de choisir un thème spécial. Bon, cette année, vous avez choisi l'entrepreneuriat. C'est un peu le thème fédérateur dans plusieurs rencontres ces derniers temps. Pourquoi l'entrepreneuriat d'abord? Exactement. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. En effet, le laboratoire dont l'intitulé reflète la vocation, c'est le laboratoire architecture, ville, métier et formation. Depuis 2013, nous avons focalisé sur le montage, sur l'ingénierie pédagogique, de montage de formation professionnalisante. Ça veut dire qu'on s'est déjà inscrit dans cette lignée 10 ans avant. Nous avons fait plusieurs activités scientifiques, plusieurs rencontres scientifiques, mais il y a 6 ans ou bien 7 ans, nous sommes inscrits dans l'orientation du gouvernement, de notre tutelle et de notre université, qui est de focaliser sur la construction d'un esprit entrepreneurial, parce que c'est ce qui est demandé actuellement. Et puis je crois aussi parce que peut-être que c'est le fait que l'offre d'emploi n'est plus aussi fructueuse, n'est plus aussi qu'auparavant. L'emploi n'est pas assuré, parce qu'il y avait, vous savez, il y a 3-4 décades, l'université formée et le diplômé avait directement son emploi qui l'attendait. Là, c'est plus le cas. Exactement. Exactement. Le bassin d'emploi n'est plus aussi accueillant qu'avant, mais parce qu'essentiellement tout a changé. Le contexte a changé, les mentalités ont changé, la mondialisation y est aussi pour une grande part. C'est tout à fait normal. Nous avons la charge d'œuvrer pour créer un écosystème favorable à l'encouragement des étudiants pour aller dans ce sens, pour travailler sur une culture entrepreneuriale, pour développer des intelligences situationnelles et pour décrocher de cette mentalité qu'un poste nous attend, que nous avons le droit, ou bien nous n'avons pas d'autre issue que d'être recrutés dans un secteur étatique. Parce que ce n'est ni bon ni pour l'étudiant, le futur cadre, ni bien producteur, ni pour l'économie nationale. Oui, ni pour l'économie. On doit l'aider à se transformer en un agent transformateur qui impacte l'économie du pays et qui va dans le sens du changement, avec un changement de mindset déjà. Il doit réfléchir dans ce sens. Mais peut-être que je vais un peu aller rapidement. Ouais. Nous avons été vraiment agréablement surpris de voir que ces générations, peut-être qu'ils nous ont devancés. Ils ont un pas dans leur mentalité en avance par rapport à nous. Nous avons juste l'obligation de nous mettre à jour par rapport à ça et de les aider à avancer vers ça.
C'est vrai qu'on a remarqué qu'en fin d'études, les étudiants sont tenus à avoir un projet. Oui. Mais il y a 3 à 4 générations, c'était des projets qui restaient pratiquement dans les tiroirs ou les bibliothèques sans être consultés. Alors que des fois, il y a des idées de génie. Exactement. Il y a des idées qui auraient pu révolutionner peut-être l'économie nationale, mais parce que c'est un projet de fin d'études, on le met un peu dans les armoires et c'est dommage. Oui, exactement. Mais en management de projet, les étudiants, puisque c'est une formation professionnalisante, cela n'empêche que nous avons des docteurs, nous avons une formation doctorale. Et d'abord, l'avantage de cette formation, c'est qu'elle élimine le gouffre entre le domaine, le monde des professionnels et le monde des académiques. Avant, on avait ce problème. Quand on veut faire encadrer un étudiant par un professionnel, on exigeait le cadre, le grade académique. Maintenant, nous avons pu combler cela. Nous avons des professionnels qui ont des grades un peu parsemés dans tous les secteurs. Et cette formation, depuis la première année, elle oriente les étudiants, les fait travailler sur des cas concrets. Nos étudiants travaillent sur des projets réels. Ils ont l'obligation d'aller faire une démarche pour se placer en stage. Déjà, ça, c'est pédagogique. Et on a beaucoup d'étudiants qui ont été recrutés suite au stage, que ce soit en licence ou bien en master, parce qu'ils apportent beaucoup de solutions à des problèmes concrets. C'est du sang neuf versé directement. Voilà. Et le congrès, là, ça s'adresse à des étudiants, mais aussi à des enseignants. Et là, moi, j'étais agréablement surpris, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants curieux, de la première année au master, même des doctorants, qui assistaient à votre rencontre, d'où l'intérêt de ce genre de thématique. Je pense, vous en tant que docteur, enseignant, je pense que ça vous fait plaisir de voir les étudiants intéressés par ce que vous montrez. Voilà, donc l'idée principale, c'était une idée intelligente de ce congrès. C'est-à-dire l'intitulé du congrès, c'était la collaboration innovatrice entre l'université et le secteur socio-économique. Parce que, comme vous le savez, comme tout le monde le savait, il existe une fossé un gouffre qui est énorme entre le monde professionnel et l'université. C'est dommage. Hein. Voilà. Donc, entre la théorie et la pratique, il y a une fossé vraiment. Donc, nous travaillons sur ça pour essayer de combler cet écart entre la théorie et la pratique. C'est pour ça que les étudiants étaient intéressés en nombre aussi. Et aussi, les communications étaient très intéressantes. Il y avait beaucoup de gens qui communiquaient, et même des étrangers. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu ceux qui n'ont pas pu se déplacer, il y a des gens qui ont communiqué par visioconférence. Oui. Là, c'est bien. Ça a permis aux étudiants de... on jette un coup d'œil sur ce qu'on a ramené comme reportage durant image, comme durant le colloque international, ce 3e du genre, et on parlera des thématiques, parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui ont été abordées, et pour essayer un peu de développer, voir ce qui a été donné, regardant les images. L'idée initiale, c'était de lancer les ponts de manière plus renforcée avec l'environnement socio-économique. Par rapport à l'université, nous nous sommes orientés vers l'université d'Alanya parce qu'ils étaient déjà ouverts à la collaboration à travers la participation de nos doctorants dans plusieurs de leurs manifestations scientifiques. On a eu des échanges très fructueux avec eux, ainsi qu'avec l'université d'Istanbul. Par le biais du département d'informatique et de l'informatique appliquée à l'intelligence artificielle. C'est dans ce sens que nous avons essayé d'avoir un ancrage par le biais de cette 3e version du colloque international université environnement socio-économique. هناك عدة متدخلين من عديد من دول العالم، مثلا من تركيا بطبيعة الحال، من الجزائر، عندنا متدخلين من الشيلي، متدخلين من فرنسا، من كندا، وكذلك من تونس، من أجل إثراء النقاش والخروج على الأقل بتوصيات هادفة وفعالة من أجل الوصول إلى أو بلوغ الهدف المرجو، وهو تقريب وجهات النظر
بين المحيط الاقتصادي الذي يمثل الخبرة الميدانية وكذلك الجامعة التي تمثل الرصيد النظري والمعرفي. C'est le troisième séminaire qui fait la relation entre l'université et le secteur socio-économique. Donc l'objectif est de pousser les étudiants à créer leur propre entreprise et aller vers l'entrepreneuriat et être un membre actif dans le secteur socio-économique. I'm from informatics department of Istanbul University. Je suis enseignante au département d'informatique à l'université d'Istanbul, qui collabore avec l'université de Constantine depuis 4 à 5 ans. C'est une collaboration fructueuse qui me permet de visiter Constantine. C'est un grand plaisir d'avoir de bonnes relations avec cette université. Surtout que de nombreuses universités turques ont des accords avec des universités algériennes. So this is my third participation to this particular conference. C'est ma troisième participation à cette conférence qui me permet de parler de la collaboration innovante entre nos deux universités en évoquant l'intelligence artificielle. Industry between socio-economic life through artificial intelligence. Le prochain défi, c'est l'employabilité. C'est comment transformer ces diplômés en de potentiels créateurs de richesses. Il faudrait qu'ils montent leur entreprise, il faudrait qu'ils travaillent dans le domaine de l'architecture ou des métiers de la ville, l'urbanisme, la conservation du patrimoine, la gestion des projets. استفدنا من تجارب وخبرات تاع ناس دوليين وانايا راح نحتاجها يعني كي نكمل قرايتي اولا باش كي نكون نخدم نلقى خدمه نحتاجها ثاني يكون رياليزي البروجي تاعي كونطونك عندي ستارت اب حابه رياليزيه راح نحتاجه باش نعرف الفكر الاقتصادي تاع الناس دوليا. الانتيليجنس ارتيفيسيال كيفاش يعاوننا مع لي زونتربريز برومييرمون في الخدمه تاعنا في الفيوتور ودوزيامون ميم في لي زيتود تاعنا كيفاش يكونوا les relations mondiales تاع l'intelligence artificielle en même temps مع الاقتصاد تاعنا الاقتصاد complet تاع الموند. Je suis un étudiant qui a une idée de projet innovant qui est un logiciel 3D collaboré ou intégré l'intelligence artificielle et machine learning. دونك رانا نخدموا على لي بروف تاعنا عندنا موديل اتولي نخدموا باش نطوروا هذه الافكار باش نخدموا من بعد مع الحاضنه تاع الجامعه ومركز التطوير المقاولاتيه كيفاه من بعد نخرجوا بمؤسسه ناشئه ولا بمشروع مبتكر نحوسوا نستفادوا من المؤتمرات اللي داير من الجامعه. Voilà, vous avez reconnu vos étudiants, voilà, donc d'où l'intérêt des rencontres scientifiques. Ça apporte un grand bénéfice. C'est les étudiants qui parlent, hein, on les a, oui. Voilà, donc ça c'est l'intérêt qu'a l'université d'organiser ce genre de rencontres. Oui, je voulais juste mettre en exergue le fait que nous avons remarqué à travers les différentes manifestations tenues que les étudiants ont un engouement spécial pour tout ce qui est entrepreneuriat, professionnalisation. Vous savez, on a fait les Job Days. C'était une expérience magnifique. On avait invité les ex-étudiants de la formation qui sont un peu partout dans le monde. On a fait des visioconférences avec eux et ceux qui sont en Algérie aussi. Ils ont pu présenter leur point de vue avec un recul par rapport à l'expérience professionnelle et des success stories comme le concept est adopté dans le monde entier. Les étudiants étaient là depuis le début jusqu'à ce qu'on leur dise c'est bon, on a terminé. La salle était comble, mais c'est magnifique. Voilà, donc l'entrepreneuriat c'est devenu la tendance, c'est devenu une obligation vu l'importance de la création de la richesse à travers la création d'un tissu économique
aussi solide et efficace. Donc, nous devons passer par les startups et les micro-entreprises, ainsi que les petites et moyennes entreprises, tout en sachant que c'est un défi qui a été relevé par l'État algérien. Nous sommes pas là, mais croyez-moi qu'on n'est pas loin de le réaliser, Inch'Allah. On a vu quand même, on a vu beaucoup de projets sortir de l'université déjà. C'est bien. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'incubateur. Vous êtes en relation directe avec les incubateurs, donc vous fournissez les projets. Donc ça veut dire que, vous savez, il y a un début. Donc quand ça commence, ça veut dire que c'est bon. C'est en marche. Après, ça va devenir une habitude. Et on a remarqué là que vos étudiants, vous avez remarqué que vos étudiants étaient très intéressés. Oui. Vous avez été étonnés par leurs propos. Oui, exactement. Donc ça veut dire que ce que vous faites là est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui a été développé durant les visioconférences? Parce que nous, on n'a pas assisté à tout. Hein. On a assisté juste à quelques moments. Et comme on devait travailler, donc on n'a pas assisté. Mais les conférenciers, qu'est-ce qu'ils ont donné, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Surtout ceux qui n'étaient pas présents, mais qui sont intervenus par visioconférence. Nous avions déjà M. Aktouf de Canada, ainsi que le Chilien. Oui, Raoul Aresmendi de l'Université du Chili. Voilà, de l'Université du Chili. Ils ont parlé des nouvelles optiques en management, surtout les différentes méthodes telles que l'Agile, Scrum. Ils ont parlé avec les étudiants, ils nous ont parlé aussi des différents certificats, des différentes méthodes de management, les techniques de management, comment créer la richesse, que ce soit une grande entreprise, petite et moyenne entreprise, ou bien même micro ou start-up, comment peut-on créer la richesse, comment peut-on profiter de l'environnement, comment peut-on changer même l'environnement. Tout ça était vraiment dans un cadre académique et professionnel. Donc, et c'était l'objectif principal de notre séminaire. Voilà. Et puis, oui. Pardon, je voulais rajouter à ce qu'a dit Dr Benseljoun que l'atout majeur de cette rencontre internationale, c'est la pluridisciplinarité. Oui. En plus, ça a été l'occasion, bien l'opportunité de s'ouvrir sur les expériences outre-mer. Nous avons, les Chiliens ont exposé leur démarche par rapport à ce que nous sommes en train de faire, de bout en bout. Comment ils ont fait les montages, l'université, comment elle a joué son rôle par rapport à ça. Bien sûr, en exposant les limites ou bien les écueils qu'ils ont rencontrés. Ça va nous servir. Bah, heureusement. De l'HEC, le professeur Omar Aktouf a également développer longuement cette question d'innovation. Comment est-ce qu'on pourrait travailler sur l'intelligence émotionnelle afin d'impulser cette volonté chez les étudiants. Le professeur Sevinç de l'Université d'Istanbul a exposé, puisque c'est son profil et sa spécialité, le rôle de l'intelligence artificielle dans le développement de l'innovation en matière d'esprit entrepreneurial. Et justement, j'allais vous parler de l'intelligence artificielle qui revient maintenant, c'est un peu la tendance. C'est un mot qui revient partout, qui est pratiquement le rencontre au quotidien. Il y a 10 ans, on ne parlait pas autant de l'intelligence artificielle, mais là, on en parle un peu... Je ne sais pas, on la met un peu partout, parce qu'elle est là, qu'elle est présente, cette intelligence, mais c'est surtout comment l'utiliser. Exactement. Nous sommes dans on pourrait dire, un revirement de situation par rapport à l'enseignement et par rapport au reste. Une fois que cette intelligence artificielle a émergé, il y a beaucoup de doutes. Des fois, c'est des questions taboues. Les étudiants ont peur de parler d'un logiciel qu'ils utilisent. Les enseignants ne savent pas comment réagir. Mais nous sommes obligés d'aller à la rencontre de cette intelligence artificielle, de la maîtriser, de tous les côtés, que ce soit au niveau de l'enseignement, du travail. Il faut encourager, parce que c'est leur génération. La génération Z,
elle est née avec ça. Peut-être que ce sont eux qui vont nous aider et nous apprendre à manipuler cette intelligence artificielle. C'est sûr, c'est pas peut-être, ce sont eux. Elle n'a pas que des bienfaits, cette intelligence. Bien sûr. C'est pour ça il faut peut-être orienter vos étudiants sur les méfaits et essayer de les cadrer parce que ça devient un peu, ça prend des proportions un peu inquiétantes. Oui, mais nous, l'intelligence artificielle, on la voit, on se projette dans un milieu professionnel. Quand on parle, nos étudiants maintenant en management de projet, en fin de cycle, ils ont le réflexe. J'ai dit, la génération Z, elle est très attirée par ça. Ils ont le réflexe d'aller vers ça. Ils veulent prendre en main pour travailler, pas pour plagier ou bien tricher, mais il faut les outiller avec ça, parce que c'est comme ça qu'ils vont se placer à l'échelle mondiale. Par exemple, dans le monde du management, les dernières tendances sont de travailler avec tous ces logiciels pour organiser les réunions, pour prendre des notes, pour libérer l'esprit du professionnel des choses du quotidien, des choses qui sont routinières. Pour qu'il se libère à une chose plus créatrice et plus innovante. Voilà, pour qu'il se concentre sur l'innovation. Exactement. Les étudiants aiment ça, mais aussi, il faut leur dire qu'il y a aussi des balises. Des logiciels, des balises, mais aussi des logiciels de détection de plagiat. Donc attention, parce que certains vont tomber dans la facilité et utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que vous détectez ça facilement. Bien sûr. Oui. À travers des logiciels, oui. Oui, je sais qu'il y a des logiciels. Des fois, même sans logiciel. Parce que quand un enseignant, je ne dis pas quand, l'enseignant a un bagage. Je veux dire, il a un cumul de connaissances, etc. Il a du recul par rapport au logiciel. Mais l'étudiant n'a pas un certain niveau, il est en phase d'apprentissage. Des fois, il nous arrive qu'un étudiant nous ramène un mémoire, qu'il soit thésard ou bien en M2. Pour lui, un angoul bien intentionné, il utilise le chat GPT ou bien le Claude ou bien les autres logiciels. Il fait la synthèse et il nous ramène. Mais il ne se rend pas compte parce que lui ne maîtrise pas tout. Nous, il suffit de jeter un coup d'œil sur ce qu'il a rédigé. On peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de chat GPT et pas de lui. Alors on lui dit, non, il faut... pas en le blâmant. On dit non. Eh bien, c'est bien d'utiliser cet outil, mais il faut faire attention. Vous êtes plus intelligent que cette machine. Oui, c'est une machine. Voilà. N'oubliez pas que c'est confectionné pour répondre à certaines interrogations. Exactement. Mais les réponses sont humaines. Exactement. Ce n'est pas des réponses de machines. Oui. Alors justement, vous, comment vous faites avec vos étudiants pour justement les cadrer et ne pas les faire sortir de ce cadre légal qui est un peu une question d'éthique, je pense. C'est un peu moral. Bien sûr. Voilà. On essaie de les encadrer, on essaie de les encadrer, on essaie de les sensibiliser que ça ne va pas marcher comme ça. C'est vrai, c'est une source d'information, mais il ne faut pas trop abuser. Donc, parfois, on essaie de les suivre dès le début, étape par étape, pour ne pas perdre... Pour ne pas les laisser... pour ne pas qu'ils sortent de la route. Exactement. Et sinon, n'avez-vous pas craint, ou n'avez-vous pas peur que vos étudiants n'utilisent plus ce qui est humain, c'est-à-dire écrire, réfléchir, s'aider par l'intelligence artificielle? Ça va peut-être, je vais utiliser un terme entre guillemets, ça va peut-être hébéter les étudiants? Non, personnellement... je n'ai pas cette appréhension, je n'ai pas cette peur, parce que je vois que, j'ai dit, ils nous devancent, ils devancent nos générations par rapport à l'attitude vis-à-vis de ces moyens technologiques et surtout de l'intelligence artificielle. Il suffit juste de les orienter, de les conseiller. Ils sont très intelligents. Moi, je dis, nos étudiants sont très intelligents. Et ils savent, peut-être on va patiner un peu, peut-être qu'ils vont un peu essayer des choses, se tromper quelque part, mais c'est humain, c'est légitime. Il faut se tromper pour apprendre. Oui, mais leur intention, leur approche, moi je vois qu'elle est très créative. N'avez-vous pas peur que de cette intelligence déborde un peu des étudiants? Parce qu'ils sont en avance, sincèrement. Oui. Je reçois des start-up ici, des jeunes qui ont des idées extraordinaires. Ils vous étonnent on se demande même comment ils peuvent réfléchir à ça. Mais c'est ça l'innovation.
Oui, exactement. L'innovation, d'abord, il ne faut pas que leur esprit soit scellé ou bien soit, je dirais, contraint par des choses. On parle d'un brainstorming avec les étudiants quand on veut les aiguiller vers les startups. On leur dit qu'il faut réfléchir à tout. Avant la mise en place de l'incubateur au niveau de l'Université Constantine III, et vraiment je remercie de ce plateau notre ex-recteur qui a mis en marche cette machine, Monsieur Professeur Boras. Il a mis en place les incubateurs, il a mis en place la maison de l'entrepreneuriat et le technopôle. Le technopôle qui est très important. Ça aurait été dommage que ça soit des objets pour décorer la 3. Oui. Nous sommes obligés de... Ce qui est bien, c'est que même M. Hamadouche est en train de continuer. Exactement, bien sûr. Puis c'est la même vision. C'est la même vision. Le technopôle était quelque chose d'extraordinaire. On en a parlé ici sur ce même plateau dès son entrée en fonction. Ce qui est bien, le technopôle est une création, c'est un peu le Silicon Valley de Constantine. Voilà. Oui, pardon, je voulais juste rajouter, ce qu'on fait, nous avons l'obligation de faire ça pour permettre l'appropriation de ces structures par les étudiants la 3 et les autres universités. Oui, bien sûr. Et il faut qu'ils sentent que c'est fait pour eux et pour les aider à innover, à monter des startups, à avoir l'esprit entrepreneurial. Ce qui est bien, c'est que vous êtes des docteurs et des enseignants en management et gestion, donc vous aidez l'étudiant à réfléchir sur le montage de son entreprise. C'est ça, c'est l'avantage. Surtout vous, économistes que vous êtes, vous prévoyez tous les risques, les calculs que l'on fait avant d'entrer en pratique, de faire entrer en pratique les idées. C'est ça. Les différents volets, que ce soit financier, comptable, le volet marketing, études de marché, et même intelligence artificielle, tous les volets, même la façon avec laquelle ils vont gérer leur projet à travers le business model Canva, le business plan. Tout ça on prépare les étudiants pour qu'ils soient vraiment aptes pour créer leur propre entreprise. Parce que, comme vous le savez, il y a un écart entre la logique de l'idée et la réalité de l'exécution. Donc on essaye toujours de faire des formations, on fait appel aux gens professionnels qui sont du terrain, qui ont un bagage professionnel pour faciliter la tâche aux étudiants. Et sincèrement, parlons de l'UC3. Les responsables de l'UC3, depuis l'époque de professeur Bokarzaza déjà voilà. Oui. Bokarzaza, M. Boras, professeur Boras, et même actuellement avec le professeur Riyad Hamadouche. Constantine III, Université Constantine III fournit toutes les commodités et conditions pour réussir cet esprit, ce mindset de création de richesse à travers les startups et les micro-entreprises, bien précisément. Et on est prêt toujours, Inch'Allah, à 1000% pour réussir, Inch'Allah. Voilà, j'allais vous dire comment terminer le débat avec est-ce que l'on est prêt justement à guider les premiers pas dans le monde économique de nos diplômants, ceux qui sortent de l'université. Ce n'est plus seulement un papier, un diplôme que l'on remet à quelqu'un, mais là, on l'accompagne. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une politique qui est là, qui est réelle, hein, ce n'est pas de la démagogie, c'est que les gens peuvent créer leur entreprise, ils sont accompagnés d'une manière, dans le cadre management, de gestion, mais aussi l'accompagnement légal avec aussi des espaces. Alors, je sais qu'on fournit des bureaux pendant 2 ans d'une manière pratiquement symbolique, gratuite de 100 dinars le mois, c'est très symbolique. C'est juste pour accompagner l'étudiant, pour savoir qu'il doit payer ne serait-ce que symboliquement son loyer. Oui. Mais c'est bien d'accompagner pendant 2 ans. Vous savez, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Bien sûr. Donc là, je crois qu'on a mis les moyens, la batterie légale et aussi le meilleur moyen de réaliser, de concrétiser les projets. Je pense que c'est ça. Oui, exactement. J'ai tout dit. Je ne vous ai pas laissé parler. Tout en retenant. Allez, on va se quitter sur ça. Allez. On va d'abord laisser. Allez, on Rodam. Merci. Moi, je suis très optimiste quant à cela. Je reconnais que l'écosystème est déjà
mis en place. Et très favorable. Beaucoup de lacunes ont été comblées sur le plan juridique, montage financier, portage par rapport du côté de la tutelle ou bien de notre État. Mais j'insiste pour dire que les enseignants, l'université, sur le plan pédagogique, n'a pas lésiné sur les moyens afin de se mettre en synergie avec ça. D'ailleurs, un détail, je précise, nous avons dans le département de management de projet beaucoup d'enseignants certifiés PMP. Ça veut dire, c'est un certificat de l'Institut américain de management de projet et qui sont au top niveau du management de projet. Et c'est une assurance pour nos étudiants. Ils sont très à l'aise quand ils savent qu'ils sont encadrés par des professionnels. C'est un genre d'agrément qui vous confère. Exactement. Et je suis convaincue que l'avenir de nos étudiants, il est construit maintenant par ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Et je sais que nous allons réussir, merci. Inch'Allah, bien sûr, la réussite ne peut être qu'au bout, parce que le projet est là, l'environnement est adéquat, la batterie légale existe, il ne reste plus. La volonté, vous avez remarqué chez vos étudiants, donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Voilà, donc l'Algérie est en train de vivre une période transitoire. Cette période se compose de plusieurs étapes. Ça va, alhamdoulilah, pour le moment, on a commencé le chemin de la transition. Inch'Allah, on va continuer avec tout ce qu'il faut, avec quel que soit X. Voilà. Nous allons continuer, Inch'Allah, pour réussir et pour arriver. J'allais vous dire, nous sommes condamnés à réussir. Voilà, parce qu'il y a tout est favorable pour ça. Il reste que peut-être faudrait trouver de nouvelles formules pour ceux qui ont des idées innovantes, mais pas dans leur spécialité, mais qui peuvent quand même créer. Bon, ça veut dire que moi, je suis étudiant en architecture, mais j'ai une idée qui est, je sais pas, dans un autre domaine, dans la biologie ou et je peux aider, ou dans l'informatique. Je pense que ça serait bien de trouver des projets peut-être entre étudiants. Oui, exactement. Merci, madame. Merci monsieur. À vous. Comme ça, on vous souhaite bon courage et puis continuer comme ça à aider les jeunes étudiants à surtout guider leurs premiers pas parce que c'est important. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Ces jeunes ont cette chance qu'ils en profitent. Je pense que c'est ça. Oui, merci. Voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes tous les deux enseignants à l'Institut d'architecture. La faculté. Dans le domaine, faculté. Voilà, département management de projet. Département management de projet. Voilà. J'espère que notre projet est bien managé. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bon courage. Je rappelle que vous nous parliez de ce 3e colloque international sur la collaboration et l'innovation et l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat. Voilà, je résume, c'est les mots-clés de cette rencontre. On va transiter avec un sujet, puisque hier nous étions le 11 décembre, c'est une date quand même assez symbolique pour rendre hommage à nos martyrs qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons là, libres et indépendants. Et un grand monsieur de Constantine qui est peut-être, à mon avis, pas aussi médiatisé qu'il ne devrait l'être, c'est Ahmed Reda Houhou. Il y a la rencontre littéraire Ahmed Reda Houhou qui s'est tenue hier, 11 décembre, au Palais de la Culture Melk Haddad. Il y avait beaucoup d'écrivains, des gens qui sont venus d'un peu partout, même de Palestine et de Tunisie, pour rendre hommage à un grand monsieur qui est Ahmed Reda Houhou. Et puis le 11 décembre ne pouvait pas être passé comme ça, surtout que lui c'est un des martyrs de la Révolution. Notre consoeur Selma Khiwani était présente à notre place. سطرنا اليوم بمناسبة 11 ديسمبر 1960 الملتقى الأدبي الشهيد رضا حوحو في طبعته الرابعة واللي يدوم يومي 11 و12 بدار الثقافة ملك حداد. هذا الملتقى اللي جاء تحت شعار الثورة تاريخ وأدب المقاومة واللي يضمن العديد من المداخلات وبمشاركة ضيوف شرف من دولة فلسطين ودولة تونس الشقيقة.
أنا مش أول زيارة لي لقسنطينة، لأني في أول زيارة عشقت هذه المدينة، وأنا كنت أعشقها قبلا من خلال قراءاتي، من خلال أحلام مستغانمي وكتاباتها، فأنا عشقت المدينة حتى قبل أن أراها. فسبقتني أشواق، البيت يقول سبقتنا أشواقنا ومنانا فالتقينا في الحلم قبل لقانا. وكانت الحقيقة أجمل كثير من الخيال. شملت الدعوة هذه المرة الاحتفال بالذكرى 63 لثورة 11 ديسمبر 1960، ثورة الأحرار ضد المستعمر التي توجت بالنصر وبطرد المستعمر وباستقلال الجزائر. كذلك في نطاق الدورة الرابعة لأيام الشهيد أحمد رضا حوحو الذي كتب عن الجزائر ونوه برجالاتها وبآدابها وكان شهيدا للوطن كذلك. ونحن اليوم وفاء منا لهذا الأديب الراحل الكبير جئنا نحيي الذكرى. سعيد جدا للقدوم إلى قسنطينة للمشاركة في هذا الملتقى. سأحاول في تدخلي اليوم أن أقرب القصيدة الوطنية الفلسطينية الغزية إلى المتلقي من خلال نموذج من نماذجها الحديثة التي كتبت إبان المعركة، وهي قصيدة لشاعر فلسطيني اسمه توفيق الحاج. وفي هذه القصيدة أحبك يا وطن لو كنت مقبرة. هذه الدورة الرابعة لملتقى رضا حوحو، وكان رجلا مناهضا للاستعمار ورجلا ثوريا ورجلا مقاوما باللغة بالرواية بالمقالة، خصوصا المقالة الصحفية والإعلامية، بالمسرح أيضا كرجل متعدد يعني، ومن هنا قيمته. إذا أنا جيت بهذه المناسبة وأنا عندي مداخلة في مش كان براسي نقدم حاجه على رضا حوحو. رضا حوحو تكلموا عليه كثير، وبالمناسبه لان مناسبه تضامنيه ايضا مع الشعب الفلسطيني، فضلت اني اقدم الكتابات يعني حول الروايه ماجيك في سنة لاشباح القدس، وكتبت هذا حول فلسطين يعني القدس، وكتبت ايضا روايات كثيره حول فلسطين. وبالنسبة لي سأتكلم عن هذه التجربة، كومون بيرسوا لا بالستين بالنسبة لنا ككتاب، كيف نشوف لها اليوم في ظل هذه الظرفية القاسية. Voilà donc une rencontre littéraire relevée par la présence de nombreux écrivains de talent. Et justement, on va rester dans le monde de la littérature et nous allons parler d'un dernier livre qui est sorti cette année, récent, fraîchement dédicacé, une vente dédicace il y a à peine une semaine. Il s'agit du journal d'une fille de trop, c'est des poèmes, c'est de la poésie de Keltoum de Fous. D'abord, merci d'être là. Sabah al-khair. Sabah al-khair. Ça fait plaisir d'abord de vous revoir. Oh, merci beaucoup. Merci pour l'invitation d'abord. C'est la moindre des choses. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie que je tiens à saluer chaleureusement. Wow. Et puis, je suis contente d'être là surtout au lendemain d'une date très importante dans notre vie algérienne. Oui. Le jour où les Algériens sont sortis encore réaffirmer leur droit à l'auto-indépendance. Voilà donc premièrement, et puis deuxièmement, on ne peut pas être indifférent au vacarme qui se trouve dans le monde avec Gaza, avec on ne peut pas arrêter d'être compatissant, on ne peut pas continuer d'avoir la sourde oreille vis-à-vis de Gaza. Oui, surtout on ne peut pas rester insensible, oui. ça c'est exactement. C'est naturel. Chez l'Algérien, d'abord, pourquoi ? Parce qu'ils se sont concernés par ce combat qui est le recouvrement de la liberté. Donc, le troisième point, c'est la présentation de mon recueil de poésie, le dernier, qui est Journal d'une fille de trop. Alors, le titre, là, c'est tout de suite, c'est le titre qui accroche tout de suite, Journal d'une fille de trop. Oui. Vous êtes la fille de trop ? En quelque sorte, oui, parce que je parle de toutes les femmes, pas seulement en Algérie, mais de toutes les femmes du monde. Une femme, quand elle vient au monde, peut-être que vous les hommes, vous l'ignorez, mais elle se sent toujours un petit peu de trop parce que c'est une fille.
Peut-être que moi je viens d'un milieu un petit peu différent des autres, pas tout à fait, parce que une fille de trop, je viens d'arriver de Paris, de l'hôtel de ville de Paris dans lequel j'ai fait le salon du livre du Maghreb, et ce titre accrocheur a accroché pas mal de femmes, même si elles étaient des étrangères et tout ça, et elles sont venues me dire: qu'est-ce que vous nous avez touché par cette fille de trop? Oui, la fille de trop peut être au Bénin, puisque vous êtes aussi présidente du prix Poésie africaine au Bénin, mais ça peut être aussi la fille de Gaza, ça peut être la fille, je ne sais pas, un peu partout dans le monde. Exactement, M. Belkhaïdia, vous avez compris, ça veut dire qu'une fille de trop, elle peut toucher toutes les femmes, toutes les générations et tous les âges et de tous les pays. Une femme, là on parle de la femme de Gaza, la femme palestinienne, la femme algérienne, la femme africaine. La femme africaine, la femme rurale. La femme rurale, la parce femme que vous venez d'un monde rural. Exactement, voilà, donc j'essaye de toucher toutes les femmes du monde par une fille de trop. Mais en réalité, ce recueil de poésie Une fille de trop, il s'inscrit dans une trilogie. D'abord, vous m'avez invité, ça fait 2 années, ça fait 2 pour années pour le votre foulard livre. rouge de ma colère. Oui. Et donc, la trilogie, donc le premier recueil de poésie, c'est le foulard rouge de ma colère, qui a été édité par la même maison d'édition Média Plus, Monsieur Hannachi, qu'on tient à saluer et à remercier, parce que là, il fait des efforts énormes pour que je puisse être édité, parce que la poésie, vous savez bien. La poésie, c'est vrai que la poésie par rapport au roman est beaucoup moins éditée ces derniers. Mais il y a des éditeurs courageux qui prennent quand même le risque et qui sont là pour soutenir, parce qu'il faut le dire. En général, c'est une très fausse idée qu'on a de nos jours, parce que de nos jours, les jeunes, ils lisent beaucoup la poésie. Pourquoi? Parce qu'en une fraction de seconde, vous avez des pépites d'émotion, vous avez quelques braises de l'âme humaine, parce que la poésie, elle touche tout le monde, elle est au fin fond de notre humanité. Ah oui, mais ça doit être contagieux, parce que, vous savez, il y a 15 jours, j'ai reçu Douadi Boussela, qui est de votre région, qui est de... voilà, et qui a aussi commis un recueil de poèmes. Ah, il a commis un recueil de poèmes extraordinairement beau et d'une grande qualité. On commet la poésie. Et oui, on la commet. Parce que le foulard rouge de ma colère, et puis une femme ne peut pas rester dans la colère. Il vient un cheminement. Et là, c'est le deuxième recueil, c'est le journal d'une fille de trop, parce que cette femme qui écrit, avant d'écrire, il faut d'abord qu'elle passe par tous les états d'âme, par la soumission, par la colère, par une remise en cause de toute la vie de femme. D'ailleurs, si vous voyez, 4e de couverture, il y a un quatrain, parce qu'en poésie, on dit un quatrain, ça veut dire 4 vers. 4 vers, oui. Et moi, en général, j'écris des sonnets. Les sonnets, c'est des poèmes très courts qui se composent de 4 vers, et puis 3 vers. Et puis, dans un tercet, dans le dernier tercet, on doit toujours répondre aux problématiques, aux problèmes posés au départ. C'est que la femme, elle est obligée d'être là. C'est ça. Elle doit être présente, elle ne peut pas s'absenter. C'est la mère du monde. Voilà, c'est dans le rôle, dans son rôle d'abord. C'est ça. De maman, de sœur, de femme, de fille. Elle est toujours présente. Oui. Et là, vous le dédiez. Vous savez, vous préférez que je le lise ou je vous laisse lire? Alors, en 4e de couverture, d'abord, je m'adresse aux femmes. Et je dis aux femmes, ma mère, ma sœur, mon amie, que ferons-nous quand les fous et les sages? Parce que là, ici, le deuxième vers, il parle que la femme, elle devient objet de discussion. Et ces discussions-là, ils passent par les sages et par les fous. Ils passent par la femme comme esprit, la femme comme âme, la femme comme maman, la femme comme sœur, la femme qui protège l'homme, mais aussi qui se contente seulement du corps de la femme, comment elle s'habille, comment elle met le foulard ou elle ne le met pas. On a essayé toujours de dévier le vrai sujet de l'importance de la femme sur ce qu'elle doit mettre. Et ils oublient que la femme, ce n'est pas ce qu'elle met, c'est son âme. C'est ce qu'elle est à l'intérieur, voilà, c'est ce qu'elle donne comme émotion. Et donc, je vous dis, on nous voile, on nous cache corps et visage, mais on a beau faire ça, on n'arrive pas à faire taire une femme, parce qu'une femme, elle restera toujours debout pour chanter son patriotisme, pour chanter l'amour de son pays. Je parle ici d'une Algérienne parce que... non, mais vous faites bien de le souligner, de le dire, d'autant plus que ce recueil, même si c'est
Une fille de trop, mais elle s'adresse à son pays, à son père. C'est ça. Parce qu'en général, l'Algérienne, on a été éduqué dans des normes, dans de la pudeur. Quand on parle d'un amour, c'est toujours l'amour du pays qui vient pour parler après, parce que le pays, c'est lui qui nous contient. Il est ancré dans l'Algérienne. C'est ça. Ouais, et quand je dis mon pays, mon père, et un pays qui n'aime pas ses femmes, c'est un pays qui ne va pas très très loin. Et donc, j'ai commencé ce recueil de poèmes qui se compose de 160 pages, de 3 chapitres importants. Déjà, la femme, elle est là dans ce monde et elle réclame ses droits. Elle réclame qu'on fasse attention à elle et elle supplie son père. Son père, c'est pas le vrai père, c'est le pays. Écoutez mon pays, aimez-moi et vous allez voir. Permettez-moi d'être éduquée, d'aller à l'école, de faire des études et vous voyez de quoi cette femme algérienne est capable de chanter son pays. Je crois qu'on a vu, vous savez, depuis la nuit des temps, la femme algérienne a toujours... Alors, contrairement aux idées préconçues, il n'y a pas de plus grande femme libre que les Algériennes. Oui. Et à travers le temps, d'abord, si on remonte ancestralement à Constantine, d'abord il y a eu une déesse qui était adorée à Constantine. Ce n'est pas un dieu. Là, déjà, on voit que nos ancêtres, déjà, voilà, à l'origine. Et de par l'histoire, vous avez la Kérina, vous avez un pays les des femmes, reines, des sultanes. Et si on parle de Constantine, moi je dis toujours, Constantine, c'est la sultane au diadème de pierre et d'argent. Constantine, elle a son rumel qui chante des sonnets, des audades et des sonates pour l'amour de Constantine. Donc la femme, personne ne peut nier l'importance et le rôle que joue la femme dans la société algérienne. Et nous l'avons vu, parce que là, quand on rendait hommage hier, au 11 décembre, les femmes étaient sorties le 11 décembre. Beaucoup de femmes. Nos femmes ont enlevé leur voile, ont mis leur treillis et sont parties dans le maquis pour se battre avec son frère l'homme. Malheureusement, après l'indépendance, on a essayé de la remettre dans sa cuisine, mais vainement. Non, je crois que maintenant, la femme est très présente dans la société. Malheureusement, nos yemma d'autrefois, elles commencent à partir petit à petit. Elles partent tous les jours, nos yemma d'autrefois. Et j'écris toujours. Et j'ai l'impression que, quoi que j'écrive, je n'arrive jamais à terminer ou à faire la part des choses pour rendre hommage à nos femmes, nos mamans et nos grands-mamans. Parce que, Monsieur Belkhaïdir, vous savez bien que moi, j'ai grandi parmi les femmes. Nos hommes ont tous été fusillés. Et quand je parle de mon identité, moi j'ai l'impression que mon identité est à moitié, parce que je ne connais que les femmes. Les hommes, pour moi, c'est un gouffre noir, un gouffre rouge et noir, parce qu'elles ont été fusillées. Maintenant, ils ont été fusillés. Vous êtes une rescapée, il faut le dire, ça. Pour éclairer tous les Algériens, nos amis. juste après l'indépendance, on est tous des rescapés, parce qu'on a toujours été blessés par cette guerre d'Algérie. Maintenant, on voit le génocide à Gaza. On a subi la même chose. On a subi le napalm, on a subi les fusillades, on a subi des atrocités. Et là, moi je parle de la génération d'après l'indépendance, on a survécu. Et puis j'ai l'impression que quand on sort de cette génération où le père est lui, la maman et elle, parce que c'était ça la tradition. C'est la tradition aussi, c'est ce que nous ont communiqué nos ancêtres, mais finalement, je crois que c'est très important. C'est très important, mais même là, je crois c'est très important de transmettre notre patrimoine, parce que malgré ça, malgré les fusillades, malgré le saccage, malgré le génocide, nos mamans ont su nous transmettre les valeurs d'antan. Et moi, je le rends hommage, par exemple, dans un de mes poèmes, parce que je disais qu'il fait partie d'une trilogie. Je n'ai pas terminé le 3e livre, qui va être édité chez Média Plus aussi, que je remercie toujours. Donc, le foulard rouge de la colère. Et puis, on passe à l'apaisement. C'est une fille de trop qui prend conscience de son rôle, parce qu'il faut que la femme sache garder le courage et de tenir et d'être debout. Et puis le 3e, c'est le temps d'aimer son enfer, parce que c'est pas l'enfer de Dante. Au contraire, nos femmes sont passées par plusieurs étapes et maintenant on est en train d'être épanouies et de chanter l'Algérie à notre façon. Parce que si nos mamans nous chantaient ça avec leurs ustensiles, elles conversaient avec elles-mêmes, avec leurs jarres, avec nous, on est en train de converser sur des plateaux. Et ça, c'est très important. Je crois que c'est la plus belle réussite des mamans. Oui.
Et ça, c'est très... Alors, je voulais laisse juste un passage, oui, bien dire sûr. que les Yemma, donc Aïchouch, Fatouma, Yamina, j'ai donné plusieurs prénoms qu'on a tendance maintenant à ne plus appeler nos filles, malheureusement, avec ces prénoms. Oui, malheureusement. Elles s'en vont une après une, parce que vous voyez bien avec l'âge, elles s'en vont une après une, elles s'en vont nos Yemma une après l'autre. Et entre autres, j'ai rendu hommage à Mama Aini, à Selwa. On a de grandes femmes artistes qui sont parties comme ça. Et donc, je disais que il parle de femmes qui se sont battues et qui sont parties sur la pointe des pieds, mais qui nous ont marqué. La Aini de Mohamed Dib, Selwa la chanteuse. Oui. Elles sont toutes parties, mais elles nous ont laissé un patrimoine. Et on est toutes sur les traces de nos Yemma. Et je crois que, vous avez bien fait de dire que c'est dommage, ces femmes partent et on devrait perpétuer leurs idées, leur âme à travers leurs prénoms. C'est ça. Moi, j'ai ma fille qui s'appelle, je l'ai appelée comme ma mère. Oui. Allah yarhamha, elle s'appelle Srera. Tout le monde lui dit, mais comment t'appelais? Mais c'est le prénom de ma mère. Et c'est un prénom qui a tendance. Et il est original. J'aimerais bien qu'il y ait, comme vous le disiez, des Aïchouch, Fatouma, ça fait partie de notre Hadda. C'est des patrimoine. prénoms, voilà, et c'est le meilleur moyen de les perpétuer au lieu de ramener des prénoms d'un peu partout. Je crois qu'on devrait prénommer par les prénoms de nos grandes mamans, de nos aînées. Voilà. Un hommage, c'est un hommage que vous rendez à nos anciennes. Et puis, un poète ou une poète, si elle arrive à écrire, parce qu'il n'y a pas de poésie qui vient comme ça, de la joie de vie, il faut qu'on connaisse les épreuves, qu'on fasse attention aux petites choses de la vie. Et donc, une femme qui écrit, c'est une femme qui essaye de retracer ce qui a été vécu par elle-même, mais aussi elle essaye de reprendre toutes les peines des autres femmes. Parce que quand on rentre dans l'écriture, on ramène toutes les histoires des femmes qu'on entend parler, qu'on chuchote entre femmes, et puis on essaye de matérialiser ça dans de la poésie. Puis elle est belle, la poésie. Puis je crois qu'il n'y aura jamais une fille de trop. Oui, je crois. Hein, non. Voilà, oui, c'est plutôt une façon, ce qu'on dit, on s'impose avec une négation. Une négation. Non, il n'y a jamais une fille de trop, ni en Algérie, ni ailleurs. Et même si jamais. On lui fait sentir qu'elle est de trop, elle ne le sera pas. Elle ne le sera jamais. Voilà, parce que la femme, c'est la vie. Oui, sans la femme, il n'y aurait pas d'enfants. Sans la femme, il n'y aurait pas d'éducation. Voilà. Sans la femme, on dit bien la langue maternelle. Oui, on ne dit pas la langue paternelle, on dit maternelle. Parce que c'est la maman qui éduque. Et on parle maintenant de sororité, de matrimonial. Donc, c'est pas une question du genre, mais c'est une question de rôle dans la société. La femme, elle est tisseuse de l'histoire et c'est elle qui transmet la culture. En général, c'est la passeuse de notre histoire. Je veux juste lire un poème qui parle de destin de femme, parce que c'est une interrogation. La femme, elle continue toujours de s'interroger. Si moi, par exemple, je ne m'adresse plus au verre, ni au tapis, ni au moulin, je m'adresse quand même à ma page blanche dans laquelle j'ai sur les épaules toute une histoire à transmettre. Je vous laisse lire. Alors, le cri d'un destin, faut-il le dire? Faut-il l'écrire? Ou bien faut-il le traduire, ce destin de femme? À mes matins à construire, ou à mon silence à maudire? Faut-il le traîner? Faut-il ses mains au aîné et cette âme bagnotée, ses doigts en beauté? Faut-il le noter? Faut-il le taire? Faut-il baisser la voix, ce destin de femme? Faut-il se laisser faire? Ou bien mourir sous son toit, une tombe où il fait si froid? Faut-il rester? Faut-il fuir? Faut-il enjamber ces hauts murs? Ou bien, d'un pas très sûr, à l'infini, il me capture, pourtant solide et dur. Faut-il être troubadour? Être son royaume et sa cour, tirer des boulets très lourds, mon moulin et mon four? Faut-il les aimer à mon tour? Ma galette de blé dur, j'ai dessiné sur ses parois une gazelle de toute allure dans un désert sans proie, sous l'œil d'un faucon et son roi. Faut-il crever son œil? Faut-il se parer de deuil? Ou bien mettre du khal autour des yeux et ne jamais franchir? Faut-il rien dire? Non, il faut dire, il faut rester debout et tout écrire.
Je n'ai plus rien à ajouter. Je crois c'est très beau. Merci beaucoup. C'est le destin de femme. Destin de femme. Oui, et c'est le troisième de la trilogie de la poésie. J'espère qu'on l'aura quand il sortira. Oui. L'invitation est déjà lancée. Alors dès qu'il sortira, vous êtes la bienvenue sur le plateau du Bonjour d'Algérie. Une fille de trop, c'est le deuxième recueil. Oui, on n'a pas de trop. Voilà. Et il est disponible à Média Plus, dans lequel on raconte la femme algérienne avec ses étapes. Merci beaucoup, Kiltoum Defous, journal d'une fille de trop qui vient juste de paraître aux éditions Média Plus. Eh bien, on remercie bien sûr Madame Kiltoum Defous qui nous fait toujours le plaisir de venir nous rapporter d'abord ses poèmes et aussi ses dernières productions littéraires. Ce qui est important, c'est qu'il y a encore cette féminité dans la poésie algérienne. Voilà. Merci. Et puis, je vous souhaite bon courage pour le troisième livre. On l'attend avec impatience. Et puis, je vais en profiter pour remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés depuis tôt ce matin pour ce Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Inch'Allah, on se retrouvera mardi prochain. Je veux remercier Sarah Yerlef et toute l'équipe qui m'ont permis d'être avec vous. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain pour un autre Bonjour d'Algérie. Au revoir.